Je vous propose du coup aujourd'hui qu'on discute des 4 compétences qui sont les plus intéressantes, les plus importantes dans les équipes de design. Avant de rentrer sur le sujet des 4 compétences, moi je voulais revenir sur le profil hanté. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent l'idée du profil hanté, mais il y en a aussi pas mal qui ne le connaissent pas, et je voulais revenir quand même sur cette notion. L'idée, c'est de se dire qu'on peut représenter les compétences de quelqu'un en fonction de la profondeur de connaissances qu'elle va avoir sur un sujet donné. Ça, c'est la barre verticale. Ou en fonction du coup de la largeur de connaissances qu'elle peut avoir dans des domaines différents, et ça va être la barre horizontale. Donc vous avez les profils qu'on va qualifier les profils en I, qui sont des profils extrêmement experts, mais que dans un seul sujet donné, et on va avoir toute la dominante de ce sujet sur lesquels cette personne a développé ses compétences. Vous allez avoir le profil généraliste, qui lui, pour le coup, a plutôt développé sa compétence de manière transversale, mais assez peu au final en profondeur. Et ensuite, vous avez cette idée du profil en T qui vient en fait expliciter l'idée qu'on va développer une base, une compétence similaire pour plusieurs profils, et ensuite une profondeur d'expertise qui va correspondre à la barre verticale de notre T. L'objectif étant de se dire dans une équipe de design, pourquoi ce profil en T est intéressant, c'est de se dire dans une équipe de design, on va se retrouver avec un socle de compétences qui va être commun pour tout le monde. On va y retrouver des compétences en UX Writing, on va y retrouver du coup des compétences en content, des compétences en prototypage, des compétences en recherche utilisateur. Et ensuite, les profils vont avoir une spécialité qui fait, enfin, ils vont développer plutôt une spécialité qui va être donc la profondeur de cette barre verticale. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un UX designer, il va plutôt développer les compétences en UX design autour de l'architecture de l'information, du service design. Les exemples que je vous mets ici, c'est des idées, hein. Vous arrêtez pas à cette liste-là. Moi, je vous conseille plutôt de créer la vôtre. On n'est pas obligé de suivre exactement ce même regroupement. À vous d'imaginer lesquels vous voulez mettre dedans. Ce qu'on voit souvent, c'est quand même en effet la recherche utilisateur, le côté très orienté sur l'architecture d'info que moi j'ai qualifié UX, la partie content, c'est la partie graphique, et la partie dev, intégration, prototypage, animation, quels que soient les éléments que vous voulez mettre dedans. Donc ça vous permet comme ça d'expliciter un petit peu les compétences du coup des uns et des autres, et d'arriver dans une situation où on s'assure dans le développement des compétences de votre équipe qu'on partage tous un même socle. Comme ça on est capable en fait de parler le même langage et de comprendre les problématiques qu'un graphic designer va rencontrer dans son sujet, parce que, y compris une personne sur la recherche utilisateur, a été formée sur ce socle commun. Et ensuite de venir développer la partie un petit peu plus descendante des compétences pour ramener du coup des spécialités au travers de l'équipe. Ça vous permet comme ça de maintenir ce côté généraliste sur tout le monde, mais quand même de profiter de la spécialité pour les uns et les autres. Ce qu'on voit dans les modèles d'évolution de seniorité, autant le profil en T est suffisant pour la partie junior, designer ou encore designer senior, mais dès qu'on va rentrer, que ce soit sur du people leadership, mais surtout sur du craft leadership, on va venir demander en fait à nos designers de développer non pas une seule barre du T, un seul axe de spécialité, mais plusieurs. Et c'est pour ça que le profil en T, il ne faut pas s'arrêter sur l'idée d'une barre complètement verticale. On s'en fiche que ça représente un T. L'idée, c'est de venir, je reviens sur la slide précédente, c'est de venir allumer certaines cases. Et donc, vous n'aurez jamais une personne qui sera avec un profil qui soit parfaitement en T. Mais du coup, pourquoi je vous montre cet exemple, c'est pour vous dire que ce qu'on attend maintenant des personnes sur notamment des design leads, des principal designers ou des choses comme ça, c'est d'aller sur ce qu'on va qualifier du profil en M. C'est-à-dire une personne qui a été capable de venir, de par son expérience, son expertise, de venir développer non pas simplement une profondeur d'expertise, mais deux, au moins trois profondeurs d'expertise. Et ça, on va le retrouver en fait dans une situation d'évolution plutôt des compétences, euh, sur lesquelles on va, une fois qu'on a bien fini en fait un profil en T, c'est souvent, alors on peut pas forcément dire que c'est de la reconversion, mais ça reste quand même des gens qui viennent d'un profil en T spécifique. J'étais graphic designer avant, j'étais researcher, et j'ai décidé, une fois que j'ai bien acquis mes compétences sur le profil en T, j'ai décidé de venir développer mes compétences supplémentaires sur le M. On peut imaginer partir directement d'un généraliste à un profil en M, mais pour le coup c'est assez compliqué parce que vous allez en fait essayer d'allumer toutes les cases en même temps. Donc l'évolution, on la voit quand même plutôt d'un profil généraliste ou d'un profil en I, ensuite à un profil en T, et une fois qu'on est sur un profil en T, on peut se permettre de passer sur du profil en M. Et j'insiste vraiment sur ces notions,
enfin, les termes et les lettres qu'on utilise, c'est juste pour parler du sujet. On s'en fiche que ça fasse un T, on s'en fiche que ça fasse un M. Ça représente pas du tout la réalité des compétences des uns et des autres, mais ça explique quand même l'idée plutôt de profondeur et de largeur de compétences. Alors une fois qu'on a dit ça, ce qu'on voit, c'est que dans ce modèle-là, c'est quand même un modèle où on a plutôt des compétences techniques. On y retrouve, on a dit, l'UX design, les compétences graphiques, etc. Et on y trouve assez peu de compétences humaines. Dans les différentes techniques, on en reparlera après sur les recrutements ou autres, il faut reconnaître qu'on évalue quand même beaucoup les compétences techniques et on échange assez peu sur les compétences humaines, aussi parce que c'est pas forcément notre expertise en tant que manager du design ou autre de venir évaluer les compétences humaines, mais on maîtrise beaucoup mieux les compétences techniques. Lorsqu'on parle de compétences humaines, il y en a une qui revient quasiment tout le temps systématiquement, on peut demander un peu à n'importe qui, le premier qui va revenir, c'est l'empathie. L'empathie pour se mettre du coup dans la peau, en tout cas d'essayer d'imaginer de ce que peut ressentir un utilisateur et de concevoir quelque chose en ayant la sensibilité de ce que cet utilisateur peut ressentir. Mais c'est pas le seul qui est intéressant pour le coup sur le design. On va en retrouver 4 qu'on peut lister. Alors ça, c'est des éléments que Peter Merholz présente notamment dans ses conférences. Alors je sais pas si c'est dans son livre qui est Design Orgs for Org Design. Mais en tout cas, il revient sur ces 4 éléments, et c'est vrai que pour le coup, quand on les voit, on trouve ça assez intéressant de lister ces 4. Alors vous pouvez en lister beaucoup plus, hein, mais dans ces 4-là, il y a quand même des choses qui résument assez bien la situation. C'est-à-dire ce qu'on va vouloir chercher, c'est des gens qui sont curieux. Curieux parce qu'on va vouloir tester des éléments, vérifier des choses, aller chercher des informations supplémentaires, vérifier si ça fonctionne, etc. Et c'est une compétence qui va pour le coup être extrêmement intéressante dans les équipes de design. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de design, mais c'est aussi valable pour du design au sens large, hein, pour des designers que pour des researchers, ainsi que pour des writers pour le coup. Donc après, évidemment, on a l'empathie. Bon, je l'ai évoqué juste avant. On a l'écoute, qui est quelque chose qui est assez important également. Dans l'écoute, vous avez quand même cette notion, alors j'ai utilisé le terme écoute, en anglais c'est approachability, c'est l'idée de disponibilité, d'accessibilité, d'être pas simplement ouvert aux autres, mais vraiment d'être disponible dans l'échange, d'avoir une posture sur laquelle on recueille, on accepte de recueillir du feedback. Donc le côté approachability est peut-être un peu plus clair en anglais. Et alors voilà, je résumais sous le terme de écoute, mais en tout cas quelqu'un qui soit attentif en fait et qui soit disponible pour apporter des modifications, tester des choses différentes, etc. Et la dernière compétence humaine qu'on peut lister, ça va être celle de l'idée d'être en recherche d'amélioration continue. Non seulement en recherche d'amélioration continue pour son craft, pour la chose que la personne produit, mais également pour soi-même, de vouloir continuellement en fait amener ce que cette personne va faire ou ce que cette personne va être à atteindre un niveau supplémentaire. Et quand vous commencez à combiner les 4 éléments, vous commencez à tenir quelque chose d'intéressant. Vous tenez des choses qui tiennent de l'amélioration du produit, avec la curiosité et la recherche d'amélioration continue. Vous tenez des choses qui tiennent de la collaboration entre les gens, avec l'écoute, mais également une forme l'empathie. Et vous tenez également quelque chose qui va tenir du coup de la prise en compte des besoins utilisateurs, avec l'empathie et également une partie de l'écoute. Et bien sûr la curiosité aussi. Et donc la combinaison de ces 4 vous permet quand même déjà d'améliorer les compétences, enfin l'équilibre du coup que vous avez dans vos équipes. Ces compétences-là, pour le coup, moi je vais pas forcément vous expliquer comment on peut les évaluer. C'est des choses que vous pouvez assez facilement, en fait, au travers d'un process de recrutement, commencer à identifier, non pas avec des exercices, mais plutôt au travers de toutes ces étapes de recrutement que vous allez avoir avec les individus, de commencer à vous poser la question de où est-ce que cette personne se situe dans telle ou telle compétence humaine. Alors comment est-ce qu'on peut gérer ces compétences dans l'équipe? Je reviendrai sur les process de recrutement après. La première chose, c'est que en fait, on s'en fiche un petit peu du terme que vous employez pour vos designers. L'idée, c'est qu'en fait, chacun de vos designers va avoir une représentation différente sous son profil en T. Que vous donniez cette dominante à un terme qui serait UX designer ou que vous la donnez à un terme qui serait product designer, le principal, et c'est pour ça que d'ailleurs le profil en T est intéressant, c'est qu'il va venir modéliser la diversité des compétences que vous avez chez les uns et les autres. Et donc vous n'avez plus à vous poser la question de l'uniformité des compétences des personnes. Et vous pouvez pousser ce raisonnement encore plus loin et vous dire, pour les personnes extérieures à votre équipe, vous vous posez dans une situation où vous vous dites, tous les membres sont designers, vous avez par exemple les designers et les researchers, et vous dites, on a des designers, on a des researchers, et entre vous,
c'est-à-dire entre le manager et l'équipe, mais aussi entre les différents membres de l'équipe, là, vous assumez la spécialité des personnes avec une représentation en T. Et ça permet du coup d'avoir un discours qui est beaucoup plus clair à l'extérieur de votre équipe avec les autres équipes en se disant bah très bien, voilà, on a des designers et pas de venir dire non mais lui il est motion designer, lui il est UI designer, lui il est plutôt graphic designer, mais plutôt lui dire il est designer et vous allez choisir en fait en fonction des squads sur lesquels vous allez positionner vos profils de prendre une personne qui a un profil hanté de telle manière sur la responsabilité de design de ce produit. Je m'explique, si vous êtes par exemple sur de la conception, une squad sur un site vitrine, vous allez plutôt prendre un designer qui a un profil hanté avec une dominante sur la partie visuelle, motion ou autre, parce que le site vitrine, on est plutôt sur des thématiques de marketing, sur lesquelles on a peut-être moins de contraintes techniques, sur lesquelles on a moins de fonctionnel, etc. Par contre, lorsque vous êtes sur le back-office, une interface un peu plus fonctionnelle, vous allez la prendre plutôt un profil hanté avec une dominante sur la partie UX, parce que ce qui va vous intéresser, c'est plutôt le fonctionnel, l'architecture d'info, les parcours, les tâches utilisateurs, etc. Mais pour votre organisation, les deux sont designers. Les deux prennent des tâches de design qui sont tout simplement en fait, de concevoir les interfaces pour l'équipe. Et vous, en tant que manager, entre vous dans l'équipe, vous savez que quand bien même vous partagez un même label de votre rôle pour tout le monde, vous assumez les spécialités et les expertises et vous reconnaissez, je pense que c'est ça surtout qui est important, et vous reconnaissez les spécialités des uns et des autres, quoi. Et ça vous permet comme ça de composer vos équipes avec des termes qui sont extrêmement clairs, mais pour autant d'avoir, vous, une gestion des compétences qui soit beaucoup plus précise. Parce qu'au final, cette précision de compétences, les gens avec qui vous travaillez, ils s'en fichent. Ce qui est important pour eux, c'est quelle responsabilité cette personne, elle va avoir dans mon équipe. C'est pas le parcours qu'elle a eu, c'est pas les exactes compétences qu'elle a eues, c'est surtout quelle responsabilité elle va prendre. Et cette personne va prendre une responsabilité de design. Et c'est à vous, en tant que manager ou en tant que lead, de venir du coup choisir le bon profil hanté, la bonne combinaison de compétences par rapport au périmètre, parce que ce périmètre a un risque sur tel ou tel sujet. Du coup. Donc dans le process de recrutement, comment est-ce qu'on peut évaluer un petit peu tout ça? Alors, vous avez plein de process de recrutement différents. Il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important, je pense, c'est la phase avant recrutement. C'est-à-dire avant même que vous rédigiez l'offre, c'est de commencer à vous dire c'est quoi le profil hanté que je vais vouloir chercher sur cette compétence-là. Alors, je vous ai beaucoup parlé du profil hanté pour le moment, mais vous pouvez aussi utiliser tout ce qui va être graph radar, donc une représentation différente. Mais l'objectif, c'est toujours le même, en fait, c'est de se dire il y a un ensemble de compétences que ces personnes vont avoir, et pour chacune de ces compétences, il va y avoir un niveau d'acquisition de cette compétence, et je vais vouloir chercher un niveau minimal, voire un niveau optimal sur chacune de ces compétences. L'objectif aussi, ça va être de définir à ce moment-là les soft skills qui vont être importantes pour vous, parce que c'est en ayant défini les soft skills, les compétences techniques et la seniorité au moment où vous allez cadrer votre besoin que vous allez pouvoir définir votre process de recrutement. Parce que votre process de recrutement, pour objectif, enfin par définition, il a pour objectif de valider les soft skills que vous souhaitez avoir ou les skills un petit peu plus techniques que vous voulez repérer chez votre la personne qui a postulé. Et donc vous allez choisir les ateliers que vous allez mener dans les différentes étapes de votre recrutement en fonction de ce que vous avez défini là. Lorsque vous rédigez l'offre, moi je peux que vous conseiller en fait de partir sur quelque chose de très large. Aussi de par cette problématique qu'on a dit tout à l'heure, qui est qu'on a plein de titres qui sont différents dans notre domaine en fonction des sensibilités des uns et des autres, et que si vous partez sur un terme qui est très précis, du coup vous avez que les personnes, en moyenne, en masse, vous aurez quasiment que les personnes qui vraiment s'apparentent ou considèrent qu'elles s'apparentent à ce profil-là qui vont candidater, alors que si vous partez sur une offre qui est suffisamment large et vous expliquez plutôt les compétences techniques que vous allez rechercher à l'intérieur, ça peut vous permettre du coup d'adresser des profils qui n'auraient pas utilisé le même terme que vous pour se présenter. Sur l'analyse des premiers candidats, on est sur le truc assez classique, donc là je sors un petit peu des compétences. Moi, je peux que recommander de faire un focus un petit peu plus fort sur le portfolio que sur le CV, et encore plus que sur la lettre du coup de motivation. N'hésitez pas à regarder notamment aussi dans les profils internes que vous avez dans l'entreprise, pour faire des ponts entre les métiers. Des compétences techniques, ça s'entraîne, ça se forme. Des compétences humaines, c'est un petit peu plus difficile. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui coche déjà beaucoup de cases sur les compétences humaines par rapport à ce qu'on attend d'un designer ou d'un researcher, posez-vous la question du coût que ça va vous générer, du temps que ça va vous générer pour la former sur les compétences techniques.
Parce que ça, les compétences techniques, vous allez vous pouvoir le former, ou entre designers, vous allez pouvoir amener des techniques de formation. Par contre, sur les compétences humaines, ça va être beaucoup plus compliqué. Et après, sur la suite du process, ce qu'on voit très souvent, c'est qu'on va avoir un premier contact très court, une première demi-heure, où on va plutôt travailler sur la motivation et un petit peu sur les soft skills, mais très peu sur les compétences techniques. Ce qui va se passer après, c'est que en fonction de le résultat de ce code-là, on va demander un exercice à faire à la personne. Cet exercice va avoir une contrainte de temps. Très souvent, ça va être quelque chose qu'on va lui demander à faire dans les 14 prochains jours. Et on estime qu'il faut 5 heures, 6 heures, 7 heures pour le faire. Et ce qu'on va venir demander, c'est en second entretien. On va demander à la personne, au candidat, de venir présenter ce qu'il a fait sur le projet et aussi de présenter son portfolio. Et du coup, on va évaluer doublement les compétences lors de cet entretien, cette fois-ci plus les compétences techniques, parce qu'on va évaluer à la fois les compétences techniques sur un projet sur lequel on maîtrise un peu mieux le fait qu'il a été seul, etc., même si vous ne savez jamais évidemment s'il l'a fait seul. Et vous demandez à voir également le portfolio et vous rentrez un peu plus dans le détail dans le portfolio pour venir faire aussi une évaluation du coup de ce qu'il a pu faire sur les autres projets, parce qu'on ne peut pas tout capitaliser sur un exercice qu'on lui demande, parce qu'on est tous bien occupés sur les 14 jours entre les deux entretiens. Ça vous permet aussi sur le premier entretien de faire un entretien plutôt, on va dire, RH, manager, etc. Et un second entretien beaucoup plus technique sur lequel il peut même être l'idée par des collègues de travail. Tout simplement parce que c'est des compétences techniques qu'on va venir évaluer. Et après, vous avez l'étape de vérification des compétences qui est tout simplement, une fois que la personne a passé un petit peu tous les éléments, ça peut être l'occasion d'essayer d'aller voir si vous connaissez des gens ou tout simplement s'il a des recommandations et d'aller confirmer ces recommandations. Parce que dans les recommandations, vous n'allez pas forcément chercher les compétences techniques. Vous allez surtout avoir un retour sur les compétences humaines. Et c'est pour ça que ça va être intéressant parce qu'aujourd'hui, on fait un focus très fort sur la présentation du portfolio, l'exercice technique qu'on demande à l'utilisateur, mais tout ça, au candidat, pardon, mais tout ça, ça ne montre du coup que les compétences techniques. Alors que le premier contact et les recommandations, on est plutôt sur un échange du coup de compétences humaines. Voilà. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Ça me semble hyper clair, Axel. Est-ce qu'on avait d'autres compétences humaines, vous, que vous auriez listées de votre côté, ou des choses qui, aujourd'hui, vous trouvez que c'est important de les mobiliser dans vos équipes? Yes, carrément, moi j'aurais ajouté la négociation. Souvent, les entreprises sont assez, en tout cas en France, sont assez immatures sur le design. Et pour moi, les designers ont vachement à négocier avec les gens avec qui ils collaborent au quotidien pour pouvoir faire leur travail ou pour pouvoir convaincre des idées qu'ils apportent. Et donc, les skills de négociation prennent une vraie dimension, je trouve. Ah, je suis d'accord. Ouais. Et pour le coup, tout le monde n'est pas au même niveau en négociation, quoi. Et sur les process de recrutement, des trucs de vos côtés que vous auriez à partager, sur des process que vous auriez pu vous suivre et sur lesquels vous avez trouvé que les exercices ou les éléments étaient intéressants à mener. Moi, j'ai l'habitude de pratiquer ce que tu mentionnais. Et il est vrai que j'accorde on va dire une attention particulière au portfolio pour sélectionner les candidats d'abord. Et ensuite, j'ai l'habitude de faire un whiteboard challenge en live. Donc, en général, euh, je propose aux candidats qu'on se voit 1 heure et demie et qu'on se mette ensemble sur une board Miro pour qu'on puisse co-créer. Comme ça me permet vraiment de pouvoir évaluer les compétences de la personne en situation. Mm. Et en général, je prends un exercice assez simple qui rentre un petit peu dans 1 heure, quoi. Ça me permet de voir comment la personne réfléchit, comment elle interagit, comment elle nourrit la réflexion. Ouais, c'est Et vrai que je trouve que c'est hyper j'ai pris comme l'exemple exercice. en effet des exercices qu'on donne à faire entre les entretiens. Mais c'est vrai que vous avez aussi cette situation qui est les exercices qui va être fait le jour de l'entretien. À ce moment-là, bien entendu, il faut prévoir en fait un, comment ça s'appelle, un temps beaucoup plus long.
parce que vous allez vous retrouver du coup dans une situation où vous avez toute la durée de l'atelier à mener. Et surtout, il y a quelque chose qui est intéressant avec ces ateliers-là, c'est que pour le coup, vous pouvez le faire à plusieurs, notamment comme tu l'évoques sur un atelier de co-conception, etc. C'est l'occasion du coup d'inviter en fait les autres membres de l'équipe à participer au process de recrutement et du coup à faire en fait une évaluation qui est dans les deux sens. C'est vrai, je vous ai beaucoup parlé là de l'évaluation qui est très directionnelle avec l'équipe qui évalue le candidat, le manager qui évalue le candidat, mais il faut pas oublier que le candidat, il est là pour vous évaluer vous aussi. Et il est là pour se poser la question du coup de est-ce que ça va lui faire plaisir de rejoindre du coup cette équipe et est-ce que ça va lui permettre de développer ses compétences, d'aller plus loin dans sa carrière, etc. Et le fait de rencontrer les collègues en situation de travail, bah là vous répondez à cette problématique du candidat parce que ça va lui aussi lui permettre de voir comment les autres réagissent, avec qui il va travailler demain en atelier et d'être du coup dans une situation bah, pour le coup vraiment quotidienne plutôt qu'en effet un exercice qu'on fait chez soi sur lequel bah, on maîtrise beaucoup moins ce qui se passe quoi. Voilà. Après par contre sur ces ateliers quand vous êtes sur des durées qui sont beaucoup plus courtes, hein, 1 heure, une demi-heure d'atelier, bah, vous êtes plutôt sur de l'évaluation, de l'idéation et de l'animation d'ateliers que sur de la production technique d'interface ou autre. En même temps, vous avez le portfolio pour ça, quoi. Et les ateliers, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important à animer. Et ça vous permet, pour le coup, de voir l'animation d'atelier, qui est quelque chose que vous ne pouvez pas voir dans un portfolio. La production, vous la voyez dans un portfolio. On voit des wireframes, on voit du coup des rapports de tests utilisateurs, on voit des guidelines, des choses comme ça. Mais de l'animation d'atelier, si ce n'est d'avoir une photo de quelqu'un qui est devant un tableau blanc avec des post-it, bah, c'est la seule chose que vous allez avoir dans un portfolio. Donc là, au moins, vous voyez la vraie réaction de la personne en situation d'atelier. Voilà. D'autres commentaires, d'autres réactions avant qu'on s'arrête? Eh ben, je vous propose qu'on s'arrête là, du coup. Certains veulent continuer les échanges, on peut les continuer. Et, euh, et puis, bonne journée à tous.